Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actu par la culture. Un mouvement présidentiel qui n'existait pas il y a tout juste un an, des élus nationalistes au Palais Bourbon, le désir d'un parti nationaliste de gouvernement, le Big Bang jusqu'où, quel avenir pour les formations politiques, c'est notre sujet du soir avec les journalistes Caroline Ettori et Sébastien Pisagne, suivi du décryptage par le prisme de la culture avec Marie-Josée Harry-Landine et Xavier Affre. Bonsoir Caroline Ettori, journaliste pour Parole de Corse. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien Pisagne, journaliste pour Corse Matin. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous entendez les expressions rénover la démocratie, nouvelle force citoyenne, transformation du paysage politique. Derrière ces formules de communicants, quelle réalité? Malgré des abstentions records lors des derniers scrutins, le Big Bang politique a-t-il véritablement eu lieu, Caroline? Non. Voilà, c'est clair. Tout dépend de ce que vous appelez Big Bang. Le Big Bang, c'est un changement radical, une transformation profonde de la société. Bon, on n'y est pas du tout. Alors certes, on a un nouveau président, une nouvelle majorité, une nouvelle assemblée. Bon, on est quand même heureusement toujours en démocratie, toujours dans la Ve République. Donc voilà, ça vous plaît? Renouvellement des visages, des usages, ok, mais on n'est pas quand même dans la journamène totale. C'est tout de même une réalité, Sébastien, le renouvellement des visages. Oui. Alors évidemment, c'est une réponse un peu facile de Caroline, parce que c'est vrai que le terme de Big Bang est très fort. Vous parliez de phrases ou d'expressions de communicants, c'est peut-être une expression un peu journalistique. Allez, faisons notre mea culpa, mais il n'en reste pas moins. Certes, nous sommes toujours sous la Ve République, on n'est pas en train de vivre quelque chose d'aussi fort peut-être que ce qui s'est passé en 1958 avec l'avènement de la Ve République, justement. Mais il n'en reste pas moins qu'à mon sens, on prendra un peu le temps quand même de voir comment les choses vont évoluer, mais il y a eu énormément de nouveautés. D'accord, un nouveau président, mais voyez la manière tout de même dont il a émergé en très peu de temps, vous le rappeliez, Philippe, la manière dont il a bousculé les cadres traditionnels, et notamment ces partis de droite et de gauche qui ont été laminés lors de ces élections. Moi, j'ai quand même la sensation que la Ve République, certes, on y est toujours, mais elle est peut-être entrée dans une nouvelle phase. Alors, et c'est la transformation annoncée par Emmanuel Macron, c'est le mot à la mode de la rentrée, transformation de la société. Bon. C'est un mot valise qui n'est pas forcément très intéressant. Ouais. Mais en tout cas, oui, nouvelle phase, je crois. Alors, pour étayer justement cette nouvelle phase, selon Sébastien, Caroline, selon Sébastien, quelques mots du politologue Roland Quérol dans le magazine Challenge. Pour les 5 ans à venir, les vieux clivages vont disparaître. Retenez bien cela, les vieux clivages vont disparaître. Il y a une aspiration incroyablement forte à sortir des guerres de religion. Le clivage droite-gauche existe-t-il encore avec Emmanuel Macron au gouvernement? Bien sûr. Enfin, la présidence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors oui, il y a eu un petit chamboulement comme ça lors de son élection. Mais alors les partis, on est d'accord, qui représentent la droite et la gauche, on va dire le PS et les Républicains, on est d'accord qu'ils sont complètement chamboulés et à la rue, mais en cours de rénovation, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi il existe encore droite et gauche, ce clivage-là? Et ça va faire plaisir à Sébastien, je sais qu'il adore. Selon le baromètre IFOP JDD, Emmanuel Macron est à 40% d'opinion favorable. Alors je passe sur, on va relativiser sur le plus bas taux depuis les 100 jours. Enfin bon, bref, voilà, en ce moment, en ces temps médiatico-politiques, les jours comptent double. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Emmanuel Macron, qui s'est fait élire par des gens de droite et de gauche, qui propose un programme de droite et de gauche, déçoit les gens de droite et de gauche. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est déçu, quand on aura regardé vers le centre? C'est de rentrer tout simplement à la maison, quoi. Et tout ça en même temps, il descend mais en même temps, les gens. En même temps. C'est de gauche, Sébastien. Alors, c'est pas que je sois particulièrement un fan, effectivement, de cette dichotomie droite-gauche, mais enfin, là aussi, ça participe des grands changements qui ont opéré avec, effectivement, cette dynamique en marche qui s'est transformée en la République en marche, et qu'on a vu d'un seul coup ce centre hégémonique surgir. Ça, c'est quand même une grande nouveauté dans le paysage français, à tel point qu'aujourd'hui, la droite comme la gauche, ceux qui essaient de la reconstruire, la droite essaie en ce moment de se retrouver un chef, alors les observateurs, les commentateurs parlent d'une droite qui essaie de se droitiser, justement, une droite dure pour essayer d'exister. Mais on a vu donc effectivement ce centre se constituer autour d'Emmanuel Macron. C'est pas uniquement, effectivement, le phénomène Macron, je pense, a pris racine dans quelque chose qui était déjà en train de se mettre en place
avant lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un rétrécissement électoral depuis plusieurs années entre la droite et la gauche. C'est ce fameux droite-gauche. L'électeur n'arrivait plus vraiment à s'y retrouver. Finalement, le fond idéologique était en train de se réduire considérablement et on avait surtout des partis en train de s'opposer. Donc je pense, d'ailleurs, ça aurait peut-être pu, juste une parenthèse, ça aurait pu tout à fait être une personnalité de droite. C'est juste un exemple, comme Alain Juppé, qui aurait pu séduire, s'il avait passé le stade des primaires, des électeurs de gauche. Donc vous voyez, c'est finalement un autre scénario, c'est Macron, mais ça aurait pu aussi s'écrire. Alors, on va tout de même essayer de prendre un peu de recul, et si l'on évoque transformation Big Bang ou simple lifting, vous choisissez la terminologie, je voudrais vous faire agir sur une enquête. Métier député. Enquête très intéressante de Julien Bollard, Étienne Ollion et Sébastien Michon. C'est la part de la vie active passée en politique pour les élus. En 1978, 46%. En 1997, 63%. En 2007, 71%. Et en 2012, 68%. Ce que l'on voit, en fait, ce que ce graphe montre, c'est qu'il y a une professionnalisation de la vie politique jusqu'en 2007. Elle est très forte encore en 2012 et ça a tendance à descendre. Oui, alors ça, je trouve que c'est assez problématique. Je parlais de rétrécissement tout à l'heure pour les partis, mais c'est aussi une forme de rétrécissement de voir tous ces élus qui finalement avaient de plus en plus le même profil. Et ça, c'est certainement pas une bonne nouvelle sur le fond du fonctionnement de notre démocratie. Donc là, il y a eu un grand renouvellement. Mais alors là, pour le coup, je vais être quand même, je vais prendre de sérieuses distances parce que on va voir comment tous ces gens-là vont fonctionner. Mais il n'en reste pas moins que là, durant cet été, Macron a clairement dit qu'il attendait une véritable discipline de vote de la part du groupe La République en Marche. Il y a également, on en a parlé, de ce règlement intérieur du groupe, et notamment un article 16 où il n'est pas question qu'un député La République en Marche aille co-signer un amendement ou une proposition de loi venant d'un autre groupe parlementaire. C'est donc dire que j'ai bien peur que nos amis du Parlement se transforment, on les critique peut-être un peu souvent, sur le rythme, vous êtes un peu godillot, machin. Voilà, alors, c'est ce qui laisse paraître, c'est ce que vous voulez dire. Oui, j'ai peur que malgré tout, certes, ils présentent un nouveau profil, mais j'attends de voir s'ils se comporteront autrement. Caroline, d'autres chiffres, ils sont très intéressants, c'est sur l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, justement toujours dans ce fil droit de la professionnalisation, du renouvellement de la vie publique. 577 députés, vous le savez, 97 sont cadres du secteur privé, 82 sont fonctionnaires, 73 sont des permanents politiques, 71 travaillent dans les métiers de l'enseignement. Les métiers de l'enseignement sont bien représentés. On compte également 50 chefs d'entreprise, 43 personnes dans les professions juridiques et 41 personnes dans le secteur médical. Ce sont les chiffres de la rubrique Décodeur, l'excellente rubrique Décodeur du journal Le Monde. Que montrent ces chiffres? C'est qu'il y a tout de même dans cette assemblée-là certaine diversité, oui, nouvelle. C'est l'ouverture qu'a voulu et qu'a promis Emmanuel Macron lors de son élection, une ouverture à la société civile. Bon, c'est son groupe de 310 députés qui fait que, voilà, on peut... Qui font que ces chiffres-là soient, notamment dans le secteur privé. Exactement. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a toujours pas d'ouvriers dans cette nouvelle assemblée. Maintenant, est-ce qu'il faut être prof pour défendre l'éducation nationale? Est-ce qu'il faut être chef d'entreprise pour avoir conscience de la valeur du tissu TPE-PME dans un pays? Je ne suis pas certaine. Je sais pas. Peut-on faire, si l'on regarde ce qui se passe actuellement en Corse, dans le paysage politique corse, est-ce qu'on peut faire une analogie entre le mouvement En Marche et les nationalistes? Dois-je rappeler 3 députés nationalistes à l'Assemblée nationale, Michel Castellane, Jean-Félix Aquavive et Paul-André Colombani. Il faut sans doute se méfier des analogies trop rapides, mais oui, moi je trouve que quand même il y a des signaux un peu convergents. Alors ça tient sans aucun doute au fait que d'abord il y a une personnalisation très forte autour d'un leader assez charismatique, jeune. Bon, alors Emmanuel Macron, Gilles Siméoni, peut-être, mais il y a aussi en tout cas, la manière dont, certes, les nationalistes ont inscrit ces victoires électorales dans un sillon quand même de plusieurs années. On est bien d'accord, donc c'est pas quelque chose d'aussi subite. Mais il y a quelque chose de frappant dans la manière dont les nationalistes ont eux aussi réussi à déboussoler les partis traditionnels en Corse. Il suffit de voir quand même la manière dont cette élection législative s'est passée. Je veux dire, ils espéraient un député, ils nous disaient on y arrivera peut-être 2. Finalement, ils en ont 3. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même quelque chose de... Je vois certaines similitudes, effectivement. Ah ouais, certaines similitudes. Moi, je serais un peu plus modérée que Sébastien.
Le nationalisme, il est pas né en décembre 2015. Hein, ça fait 40 ans que ça dure. Les idées, il y a une histoire, il y a eu des leaders successifs, il y a des valeurs, il y a une pensée. Donc voilà, après ça a infusé dans la société pour être confirmé dans les urnes. Alors oui, effectivement, moi la similitude, l'analogie que je ferais, c'est de se construire en dehors des partis traditionnels dits de gouvernement. Voilà. Mais, voilà. Ah oui, sauf que... justement, il est question peut-être, on l'a entendu dans la boule de Gilles Simeone, justement, parti de gouvernement. Voilà ce qu'a dit Gilles Simeone dans le journal Le Corse ce matin. Femua Gortiga doit évoluer fortement et rapidement et devenir un véritable parti de gouvernement dont la Corse a besoin, adossé à un fonctionnement respirant et démocratique, ouvert à la société civile. L'idée d'un parti de gouvernement, écoutez ces mots, ouvert à la société civile, respirant, démocratique, c'est en marche Oui, alors la société civile a toujours été quand même un élément auquel les nationalistes ont été très très sensibles. Moi, il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement dans les déclarations de cet été de Gilles Simeone, c'est que pour lui, un parti de gouvernement, c'était aussi un parti qui, tout en restant fidèle à ses racines, est capable de s'ouvrir. Et notamment, il y a cet appel du pied qui consiste à dire à des gens qui ne se définissent pas comme nationalistes, la démarche vous intéresse, venez nous rejoindre. Alors on n'est pas tout à fait dans le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron, mais on voit quand même qu'il y a cette volonté d'ouverture. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là non plus. En fait, premier constat, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué jusque-là? Parce que c'est quand même la raison d'être du mouvement nationaliste de faire un parti de gouvernement. La deuxième chose, pour moi, ça emprunte totalement au champ lexical du nationalisme, avec effectivement la référence à la société civile, à l'ouverture. Et pour moi, c'est le problème d'une campagne en fait, qui ne s'arrête jamais. En fait, on parle on est clairement en campagne. C'est le coup de campagne permanent. Un mandat de deux ans, évidemment. Nécessairement. Évidemment. Les mots de Jean-Guy Talamone qui rebondit sur ceux de Gilles Simeone, mais qui rajoute ceci, c'est très intéressant. Il y a nécessité de créer un parti de lutte et de gouvernement. Oui. Ça vous étonne? Non, je questionne la sémantique. Nous aimons bien questionner la sémantique. C'est vrai, mais là on est dans le cadre quand même de quelqu'un, c'est le cas aussi de Gilles Simeone, mais je veux dire l'émancipation du peuple passe peut-être encore un peu plus pour mais ils sont d'accord sur le principe du gouvernement, du parti de gouvernement. Oui, mais pour que ce parti de gouvernement peut-être prenne une certaine dynamique, ça se construit peut-être aussi par rapport à Paris, d'où ce terme de lutte qui revient. 40 secondes. Vous connaissez ces fameuses 40 secondes. 40 secondes pour résumer votre pensée et pour répondre à la question le Big Bang jusqu'où? Quel avenir pour les partis politiques? Est-ce qu'il y a eu une transformation du paysage politique? Caroline, c'est avec vous que je commence. Ok, go. Alors, non, vous l'avez bien compris. Pour moi, pas de Big Bang politique. Il y arrivera pas, j'en sais rien, l'histoire nous le dira, mais plus sur l'avenir des partis politiques, moi je me fais vraiment aucun souci. Pour eux, ils vont se transformer selon la couleur, la tendance, avec toujours les mêmes têtes, ça on n'y échappera pas. Et sur leur avenir plus précisément, et sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire leur financement, là encore, aucun souci. Combien de partis politiques en 2015, Philippe, en France ? 451. En 2000, il y en avait à peu près 200. Et dans les années 90, il y en avait 23. Aujourd'hui, les partis politiques servent plus à financer la politique plutôt qu'à la penser. Voilà. Financer plutôt que penser, c'est la position de Caroline. Sébastien, 40 secondes. Certes, les partis, et personne n'a dit qu'ils allaient totalement disparaître. Maintenant, on va se garder de cette espèce de mythologie du changement qu'on essaie peut-être un peu de nous vendre à coup de communication. Mais je suis désolé. Pour moi, il se passe quand même quelque chose. Alors après, ce quelque chose s'appelle-t-il Emmanuel Macron ou autrement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on voit un bouleversement qui s'est opéré, à mon sens, au niveau des équilibres traditionnels du paysage politique français. On a vu aussi qu'au niveau de la Corse, il pouvait y avoir quelques conséquences pas tout à fait inintéressantes. Maintenant, pas oublier une chose, ce terme changement qui est peut-être pas mal galvaudé, il faut aussi que vraiment le citoyen ait la sensation de se sentir au centre du jeu. Vous l'aviez dit, Philippe, au début de cette émission, cet énorme taux d'abstention. Il faut vraiment être, effectivement, que le changement
il soit bel et bien là. Alors, poursuivons notre conversation, si vous le voulez bien. Disparition des partis politiques ou transformation du paysage public. Des intellectuels, écrivains nous exhortent à la révolte et des cinéastes questionnent la politique et les institutions. C'est notre décryptage culture. Nous ont rejoint l'éditrice et journaliste Marie-Josée Arrigui-Landigne. Bonsoir Marie-Jo, et l'historien et cinéphile Xavier Affre. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. Révoltons-nous, 1+1+1 d'Alexandre Jardin aux éditions Robert Laffont. Est-il révolutionnaire, Alexandre Jardin? C'est le livre que vous avez choisi. C'est le livre que j'ai choisi, je vous le confie. Oui, il est assez révolutionnaire, Alexandre Jardin. Bon, on rappelle quand même rapidement que c'est l'auteur de Bille en tête, Fanfan, Le Zèbre, L'île des Gauchers et aussi le Des gens très bien qui est un peu plus lié à sa famille. C'est quelqu'un qui est très très investi dans la vie associative et dans les mouvements citoyens. Et il a été candidat en 2016, il a été candidat à l'élection présidentielle, mais il n'a pas réussi à avoir les 500 parrainages. Et ce livre sort en février 2017, c'est-à-dire quand il sait qu'il ne sera pas candidat, mais quand les élections n'ont pas encore tout à fait lieu. Et il est, son analyse est quand même relativement, enfin à mon avis, assez fine, et il explique que de toute façon, Big Bang, ça va être difficile parce que tous les dirigeants de partis sortent de la même école, l'ENA. Bon, lui a fait sciences politiques aussi, mais il n'a pas fait l'ENA, qui est une suite un peu logique quand on veut faire ce genre de carrière. Et il dit, voilà, finalement, une seule école, ça fait un seul mode de pensée. Donc c'est un petit peu difficile. Et il y a une formule que je trouve assez intéressante. Là aussi, à un moment, il dit que ces gens sont déconnectés de la réalité et qu'à un moment, les entrepreneurs vont mieux connaître les réalités du RSI ou ce genre de choses. Là, je crois qu'on rectifie un petit peu le tir quand même dans cette assemblée actuelle. Mais ce qui est intéressant, et je trouve ça cynique mais en même temps assez juste, c'est qu'il explique que ces politiques passent la moitié de leur vie à essayer de capter le pouvoir et l'autre moitié à essayer de le conserver. Et donc il nous dit clairement, ne cherchez plus à qui vous allez donner le pouvoir avec votre vote, cherchez qui va vous en donner. Et c'est pour ça que lui est vraiment pour des mouvements citoyens, c'est ce qu'il défendait, où les gens seront un petit peu plus représentés. Voilà, donc il nous invite à nous révolter en 7 étapes. Je peux vous les détailler si vous voulez, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, mais donnez quelques étapes de la révolte selon Alexandre Jardin. Attention, de la révolte bienveillante, hein, toujours. Ça, c'est parce que c'est vrai qu'on a eu quand même des partis un peu révoltés. C'est étonnant de la part d'Alexandre Jardin, de la révolte bienveillante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que nos partis, les partis qui ont un petit peu fait clasher, c'était des partis assez agressifs finalement. Alors, deux ou trois. Écoutez vos colères, elles sont légitimes. Réveillez-vous au lieu de vous débattre. Donnez-vous le droit de compter, parce que c'est vrai que finalement l'électeur donne son vote, mais après il ne compte plus du tout. Arrêtez d'accepter le moins pire, préférez le courage à vos peurs, croyez au partage et votez pour vous, finalement. Xavier va pouvoir écouter évidemment, là, c'est pour moi. Caroline. Non mais Caroline, moi, les yeux de Caroline brillaient en même temps qu'elle entendait l'énumération des étapes. C'est ça, c'est l'effet fanfan. Non, mais oui, pourquoi pas, Alexandre Jardin, auteur, citoyen, candidat engagé. Non, c'est bien. Alors, plus sérieusement, tout ce qui peut donner envie de s'engager et d'avoir une réflexion sur la vie publique et politique est une bonne chose. Donc voilà. Sébastien? Oh non, mais complètement. Je trouve que... Sauf que il n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement, le pauvre. Il était empêché par le système, fameux système. Il n'a pas pu aller jusqu'à la présidence, jusqu'à vraiment se présenter, ce qui montre un peu la difficulté aussi pour ce type d'initiative, à un moment donné, de s'organiser. Xavier, je vous ai vu sourire. Le téléspectateur de France 3 et de pendant 20 heures vous a vu sourire. Vous avez pensé à Fanfan peut-être? Non, parce que j'ai beaucoup entendu Alexandre Jardin le matin pendant la présidentielle et tout. Il m'a un peu fatigué, mais bon, après ce que je dis, mais bon. Alors nous allons rester avec vous. Toute autre chose. Quoique, évidemment, ça se rejoint. Nous sommes dans le décryptage par la culture de notre sujet du soir. Le Big Bang politique a-t-il véritablement eu lieu? Et vous avez choisi de programmer l'Assemblée. Oui, qui sortira en octobre sur les écrans. Marianne Otero. Mariana Otero même. C'est une documentariste qui est assez connue, qui avait déjà fait pas mal de films sur des sujets d'ailleurs qui n'avaient absolument rien à voir. Elle avait déjà fait un film social. Et là, elle choisit de filmer une expérience qu'on connaît tous, Nuit debout, puisque ça s'est passé aux alentours du mois de mars en 2016 à Paris, sur la place de la République, la bien nommée. En réaction à la loi travail. Exactement, à la loi El Khomri, évidemment, au départ, parce qu'après ça déborde, et du coup, c'est ce que disait Caroline il y a quelques instants. Ce qui est intéressant dans le documentaire, qu'on soit d'ailleurs pour ou contre Nuit debout, moi-même, quand je suis allé le voir, je suis un intermédiaire, j'avais autant de répulsion que d'attirance pour ce mouvement, il faut l'avouer. Mais l'idée, c'était ce qui m'intéressait finalement,
vraiment, c'est la réflexion, sur le langage, parce que ça montre des gens qui essayent de faire de la politique de manière différente. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, elle ne le dit pas, moi je l'ai vu en parler, mais les gens désespèrent de la politique, mais le politique, les gens en font tous les jours, voilà, et de manière noble d'ailleurs, au quotidien. Et c'est ce qu'elle montre, c'est-à-dire que le peuple puisse s'emparer de la démocratie et ne pas la laisser qu'à ses représentants, même si je pense que, ça c'est mon avis, vous me permettez, que les représentants sont quand même utiles, mais vous imaginez voter une loi à 40 millions, c'est impossible. Mais je me dis que quand même, on doit utiliser tous les espaces qui sont donnés, et le peuple, c'est-à-dire nous, ici, citoyens, et ces jeunes, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, jeunes et moins jeunes, il y a de tout. Toutes les catégories sociales, le documentaire le montre bien. Alors, elle a fait ça avec un dispositif très léger, c'est-à-dire qu'elle participait à la manifestation, et elle s'est dit, tiens, si je filmais, je prends une caméra et je vois. Et alors évidemment, c'est contre toute attente, c'est pas du tout le travail ordinaire d'un documentariste qui fait des plans, rien du tout. Elle a filmé et elle a monté. Sans argent, sans producteur au départ, sans rien. Et je trouve que le résultat est vraiment très intéressant parce qu'on y voit aussi les contradictions de ce mouvement. Non seulement on voit l'intérêt pour les citoyens de s'emparer de la démocratie, mais figurez-vous que ce n'est pas chose facile. Tout le monde ne s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon et peut parler correctement, et c'est vrai. Tout le monde n'est pas tribun, on le voit dans le film. Et voilà, et ça montre les contradictions aussi de Nuit debout, c'est-à-dire qu'un mouvement qui n'a pas de chef, qui n'est pas un parti politique, alors ça répond un peu à la question, quel avenir pour les partis? Est-ce que c'est dans ces espèces d'assemblées, de commissions, de mouvements citoyennes, voilà. C'est l'ambiguïté, alors ça ne le montre pas indirectement, mais il faut vraiment regarder le documentaire et regarder entre les images. On saisit cette ambiguïté des gens qui veulent aller plus loin, qui sont radicaux, des gens qui se disent quand même il faut être un peu plus modéré. Le rôle de la police, évidemment, qui ne sort pas grandi de ce documentaire, mais ça on a l'habitude. Voilà, donc c'est quand même un regard intelligent, on sent qu'elle est du côté Nuit debout. Mais pour celui qui est un peu entre deux, il y a quand même une lecture intéressante à faire de ce documentaire. Sébastien. C'est un très bon choix. C'est rare que je le dise concernant les choix de Xavier. C'est un très très bon choix qui illustre très très bien un certain nombre de choses qu'on a dit lors de cette émission. Moi, il y a quelque chose, évidemment, le journaliste que je suis ne peut être que sensible au fait que cette personne soit vraiment rentrée à l'intérieur et nous restitue dans toute sa crudité ces débats. Et puis surtout, c'est quelque chose qui illustre le goût pour la politique des gens. Non, les gens ne sont pas blasés. C'est peut-être ce qu'on leur propose qui finalement a tendance à les détourner parfois du champ politique. Alors un des points communs que montre et l'ouvrage choisi par Marie-Jo et votre documentaire, c'est qu'on a le sentiment que nous passons progressivement de partis très hiérarchisés, avec des fonctions héritiers du siècle dernier, à des formations politiques peut-être plus activistes. C'est là, moi si je rebondis un peu sur le débat, c'est pour ça que le mot Big Bang, le peuple qui essaye de s'emparer de la démocratie, on l'a déjà vu dans l'histoire, il y avait eu un moment clé quand même, c'était la Révolution française, où les gens pour la première fois pouvaient s'exprimer. Alors évidemment ça a un peu mal tourné évidemment, mais bon, ils s'exprimaient quand même. Je ne sais pas si Sébastien, c'est un moment clé, oui, mais il y a déjà eu comme ça des moments où les gens ont pu s'emparer. Des moments fondateurs où ils ont pu s'emparer, mais clairement il y a quelque chose. Et puis il se passe des choses quand même aussi assez nouvelles sur un autre front, d'ailleurs, qui fait que les partis sont un peu désarticulés. C'est qu'aujourd'hui, leur base traditionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et donc là, c'est vrai qu'on a vraiment des nouveaux modes de communication qui se sont mis en place et qui a un peu pris de court, je pense, le fonctionnement très traditionnel, très structuré à l'ancienne de nos partis. D'ailleurs, Alexandre Jardin insiste sur l'importance des réseaux sociaux. Oui, il a même créé un site qui s'appelait Comment on fait, et ce site, justement, c'était un peu le bon sens citoyen qui donnait des réponses, finalement, à des problèmes qu'on posait aussi aux dirigeants et au gouvernement, parce que finalement, voilà, à un moment, il y a des gens qui ont vécu la réalité des choses et qui ont des... Et donc, sur ce site, c'était interactif, vous pouviez donner votre solution qui pouvait être beaucoup plus judicieuse, finalement, qu'une solution d'énarques et de technocrates. Je vous vois. Caroline, qui vraiment être dans l'opposition. Rendez-nous nos partis. Je dis que c'est très bien, mais on reste. C'est quand même un problème de forme ou de méthode. Mais le propre d'un mouvement politique, c'est quand même à un moment ou à un autre d'exercer le pouvoir. Et pour exercer le pouvoir, on ne peut pas se détacher d'une certaine structure, ni d'un certain programme, et encore moins d'avoir un leader et une équipe qui entraînent tout ça vers le haut. Alors, Nuit debout, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, c'est super, ça fait avancer le débat, ça participe au débat public, politique, mais c'est pas fait pour moi pour prendre le pouvoir. C'est plutôt des contre-pouvoirs.
Exactement, voilà, oui, bien Là, sûr. quand même, en déclarant sa candidature, il structure un peu plus Alexandre Jardin. Alexandre Jardin. Je vous c'est ça. rappellerai qu'Emmanuel Macron n'est pas parti avec un programme extrêmement musclé au départ. Hein. Rappelez-vous le début de cette campagne, où tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il nous propose au final? Simplement, lui avait battu la campagne, et pas qu'un peu, avec un énorme dispositif au niveau justement des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Il a créé Mais une dynamique aussi par ce biais-là. Il avait aussi une équipe rapprochée, plutôt efficace autour de lui, qui a utilisé les réseaux sociaux parce que, justement, manque de militants et de présence sur le terrain. Et après, on est rarement élu sur un programme. Mais sur des promesses. Peut-être. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir débattu et d'avoir apporté un regard critique, culturel sur notre thématique du soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission sur les réseaux sociaux, la page Facebook de France 3 Corse Vie Astella évidemment, mais également sur notre chaîne YouTube. Je vous dis même mieux, même heure. À demain, ça se passe pendant le 20h.